Monsieur de Gallo était l'ambassadeur de Naples à Vienne. Il y avait conduit la princesse de Naples, seconde femme de l'empereur François, dont il possédait toute la confiance et qui gouvernait absolument. Elle a senti que venait son mari, de sorte que Monsieur de Gallo jouissait d'un fort grand crédit à la cour de Vienne. Aussi, quand l'armée d'Italie marchand sur Vienne, imposa l'armistice de Louvain, l'impératrice, dans une crise aussi terrible, jeta les yeux sur son confident pour le charger de tourner le péril. Il devait voir le général français comme en passant et tâcher d'obtenir de lui qui voulut bien l'accepter pour négociateur. Napoléon, bien au fait de toutes les circonstances, s'est promis bien d'enterrer un grand parti aussi en recevant M. de Gallo. Il lui demanda qui il était. Le courtisan favori de concerter, d'être obligé de décliner son nom, lui répondit qu'il était le marquis de Gallo, chargé de la part de l'empereur d'Autriche de lui faire quelque ouverture. Mais dit Napoléon, votre nom n'est point allemand. Il est vrai, répondit M. de Gallo, je suis ambassadeur de Naples. Et depuis qu'on répliqua sèchement le général français et je traité avec Naples, nous sommes en paix. L'empereur d'Autriche n'était donc plus chez lui aucun des négociateurs de la vieille roche. Toute la vieille aristocratie de Vienne était éteinte. M. de Gallo, épouvanté que de pareilles observations arrivassant officiellement au cabinet de Vienne, ne fut de cet instant occupé qu'à complaire en toute jeune générale. Napoléon radouci lui demanda des nouvelles de Vienne, parla des armées du Rhin, de Saint-Brémus. Il en tira tout ce qu'il voulut. Et quand il fallut se séparer, M. de Gallo lui demanda en attitude de suppliant, il pouvait espérer d'être accepté pour négociateur et s'il devait aller chercher des pleins pouvoirs à Vienne. Napoléon n'avait garde de le refuser. Il venait de prendre un avantage qu'il ne perdit jamais. Monsieur de Gallo, devenu plus tard par les suites des événements que tout le monde connaît, ambassadeur de Naples auprès du premier consul et même celui de Joseph auprès de l'empereur Napoléon, lui parlait quelquefois de cette scène, lui avouant naïvement que de sa vie personne ne l'avait autant effrayé. Clark était le second négociateur français, comme M. de Gallo était celui de l'Autriche. Clark disait l'empereur avait été envoyé en Italie par le directoire qui commençait à me croire dangereux. Il avait chargé d'une mission apparente au public, mais il avait l'ordre secret de m'observer, de s'assurer même si, au besoin, il y aurait possibilité de me faire arrêter. Et comme il y aurait eu peu de sûreté à s'adresser aux officiers de mon armée à cet égard, les premières informations s'effraieront auprès du directoire Cisalpin, qui répondit qu'on devait s'éviter toute peine sur ce point et n'y plus songer. Dès que je fus informé de véritables instructions de Clark, je portai franchement le sujet avec lui. Il m'importait peu qu'on rendît des comptes. Disais-je, il ne tarda pas en s'en convaincre. Sa mission en Autriche repoussée par cette puissance, je lui offris de le faire travailler. Et il me resta depuis, je n'ai cessé d'en prendre soin, suivant ma coutume, bien qu'au fond de nous n'usions peut-être pas une grande sympathie. Et je leur ai indubtablement repris lors de mon retour, si je les retrouvés dans les rangs avec les autres. On sait que je me défie difficilement de ceux avec qui je vais commencer. Quand on s'était une fois
embarqué avec moi. Je ne savais pas ce qui c'était. J'étais quelqu'un à la mer. Il me fallait y être forcé. Son premier talent était d'être grand travailleur.